collective. Je vais commencer par quelques concepts et des postulats sur le sujet qui nous intéresse et je vais les articuler avec des exemples qui sont tirés de vos lectures. Et je conclurai cette discussion avec une proposition qui vise à pousser le questionnement sur un terrain qu'on n'explore jamais parce qu'il remet en cause quelques fondements du Canada et du Québec. Je garde la surprise pour la fin. Alors, enfin, ce n'est pas une surprise, mais ça va être un point intéressant à discuter. Donc, pour bien se comprendre, je vais commencer par quelques concepts clés. Le premier, c'est celui de la mémoire. La mémoire, telle que je la comprends, telle que je la définis dans mes travaux, c'est un bassin de traces, en fait, laissées par le passé, qui sont emmagasinées par les individus. C'est important de toujours bien comprendre que la mémoire collective est une métaphore, en fait. La mémoire n'appartient qu'à l'individu qui en est le dépositaire. Donc, emmagasiné matériellement, intellectuellement et émotionnellement. Et émotionnellement, j'insiste parce que c'est une dimension qui lui donne une charge plus ou moins percutante. On le voit très bien dans les usages qu'on fait de la mémoire en général. La mémoire elle a ses propres formes d'organisation. Et la première chose à retenir, c'est que la mémoire, justement, ne se retient pas. Son siège, c'est dans le cerveau. La difficulté qu'on a à conserver la mémoire fait en sorte qu'on cherche à la partager, d'où l'apparition d'une mémoire collective. Et c'est un peu un deuxième degré, si on veut, de la mémoire individuelle. Cette mémoire collective, elle est à un deuxième degré, donc, et elle découle d'une rhétorique. C'est important de le voir aussi. Par exemple, les concepts de mémoire collective, de devoir de mémoire et de lieu de mémoire sont construits autour du mot mémoire qui bénéficie lui-même d'une valorisation positive parce que l'identité, la cohérence de soi, donc là j'introduis le thème de l'identité, la cohérence de soi s'appuie sur la mémoire. On a une mémoire de ce que nous sommes, on a une mémoire également de ce que nous transmettons et de ce qu'on nous a transmis à notre naissance. Donc ça, c'est pour placer la mémoire dans sa petite case. Je vais passer à la case suivante, c'est l'histoire. L'histoire, c'est l'intellectualisation de la mémoire. Il est important de le voir que c'est un récit construit en s'appuyant sur les traces de la mémoire. Par exemple, on trouve l'histoire nationale, on a l'histoire d'une communauté, on peut avoir l'histoire d'une personne, ça va être sa biographie, on peut avoir l'histoire d'une personne écrite par cette personne, c'est l'autobiographie. Donc, le principe du récit est central en histoire. Je dirais que les deux, en tout cas, des critères les plus importants pour l'histoire, qui définissent l'histoire, c'est d'une part l'écriture, qui sont sa forme, et d'autre part la solidité des sources, qui constituent ou constitueraient son fond. Et au fond, ce qu'on demande minimalement à l'histoire, en tout cas ce qu'on demande aux historiens et aux historiennes, c'est de fournir une certitude. Est-ce que ceci s'est vraiment passé? Est-ce que l'événement a réellement eu lieu? D'autant plus que dans un contexte où il y a un regard critique sur le passé, je pense à Dollard des Ormeaux, par exemple, on finit par douter de l'existence réelle de l'événement à mesure qu'on contredit le discours qui s'est tenu autour de lui. On finit par penser que Dollard des Ormeaux n'a jamais eu lieu. Ou encore que les événements qui se sont racontés dans l'histoire de Dollard des Ormeaux n'ont pas eu lieu tels qu'ils ont été, tels qu'ils se sont produits. Alors, la première chose qu'on demande aux historiens, c'est la certitude. Est-ce que ça s'est vraiment produit? Je dirais que c'est la première chose et malheureusement, ça devient aussi la dernière chose. C'est-à-dire que de plus en plus, on peut le constater dans le discours public et en particulier dans le discours commémoratif, on va chercher les historiens simplement pour fournir des certitudes en ce qui concerne les dates. J'en ai parlé dans le texte que j'ai produit, ce que vous avez lu là, sur la commémoration du 4e centenaire de Québec. Les historiens ont été carrément tassés, en fait, du processus. J'en fais pas une déploration, pauvres historiens qu'on n'entend plus, mais il y a un changement, une transformation sociale de ce point de vue-là. Et maintenant, en fait, la demande sociale en ce qui concerne l'histoire, c'est très souvent simplement la certification des faits, la représentation de l'histoire,
les reconstitutions, tout ce que l'on fait sur l'histoire étant décidé par des muséologues, des muséographes, des scénographes, et ainsi de suite. Donc, des gens qui sont spécialistes du spectacle. Alors, donc, de ce point de vue-là, l'histoire, je dirais, elle n'est pas en péril, mais elle est certainement tenue en bride là, par d'autres acteurs sociaux dans le champ de l'histoire toujours. Au fond, donc, ce qu'on demande à l'histoire, c'est de fournir une certitude, mais bien entendu, on lui demande aussi, et quand même, on a tout de même un peu de noblesse dans notre métier, on demande une signification, on demande la capacité de nourrir l'imaginaire, la capacité de se fonder sur un imaginaire. Mais l'histoire est constamment, en fait, elle agit dans un cadre social où elle est régulièrement mise en doute. Et c'est normal. C'est une science qui n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science qui... pas exacte. Elle est exacte, mais ce n'est pas une science reproductible. Avec des théories qui permettent de construire des expériences qui sont répétables à l'infini. C'est une science humaine et par conséquent, elle a la fragilité, bien sûr, de la condition humaine. La commémoration, troisième concept que je voulais aborder, c'est au fond la célébration de la communauté sur fond de mémoire et accessoirement d'histoire. C'est très réducteur comme définition, mais c'est un point de départ. Par exemple, la célébration des explorations et des fondations de Champlain, dont on va parler tout à l'heure, dont on célèbre le cycle depuis 10 ans, depuis de l'Acadie à l'Ontario, en passant forcément par Québec, bien sûr. Les moyens sont variés de la commémoration. Ils vont de la cérémonie fugitive, donc l'inauguration ou le rappel ou un événement qui est souligné par un colloque, jusqu'aux monuments construits. Un monument construit en dur, par exemple, un monument commémoratif. À Québec, on est particulièrement choyé de ce point de vue-là, ou encore un monument en papier. Il faut considérer que certaines œuvres sont des lieux de mémoire, ont un caractère commémoratif. C'est ce que j'ai appelé, dans le cadre de l'art des ormeaux, un dispositif commémoratif global. C'est-à-dire que la commémoration peut être pas seulement, peut n'avoir comme moyen, pas uniquement un monument ou une œuvre, mais un ensemble, en fait, d'éléments qui est dans la littérature, par exemple, des pièces de théâtre, des poèmes, des illustrations, et ainsi de suite, qui contribuent à maintenir le souvenir commémoratif de tel ou tel événement. Donc, il y a un dispositif global. On peut dire qu'il y a un certain nombre de vedettes là, dans notre culture. Champlain en est un bon exemple, qui fait l'objet de ce dispositif commémoratif. Dispositif commémoratif qui, d'ailleurs, a une bonne capacité de se renouveler et qui fait en sorte, par exemple, qu'un personnage comme Champlain, qui aurait pu disparaître avec la Révolution tranquille au Québec, parce que c'était un fondateur et dans l'art des ormeaux a subi ce lessivage-là. Champlain, Cartier, d'autres personnages ont réussi à surmonter cette rupture mémorielle parce qu'on l'a réactualisé. On lui a réinsufflé une signification. Et Champlain, au lieu d'être le fondateur agricole ou de la colonisation, ce qui était faux d'ailleurs, hein, du Canada français, Champlain est devenu le découvreur, l'explorateur et ainsi de suite, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a encore une actualité qui n'est pas démentie et qui est réinjectée de sens régulièrement. Alors, le dispositif commémoratif global, c'est une matrice qui fonctionne bien jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas, il faudrait qu'un événement extraordinaire se produise pour que Champlain, en particulier lui, qui a 7 ou 8 monuments, là, disparaisse de la mémoire collective. Donc, la commémoration, c'est le point que je voulais traiter avec vous, simplement. Et le dernier élément, c'est le patrimoine. Le patrimoine qui est en fait une forme de conservation des traces qu'on justifie rhétoriquement par l'histoire ou par la mémoire, mais que je souligne, c'est important, ce qu'il faut voir dans le patrimoine, c'est l'aspect de la conservation législative ou réglementaire. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est une institutionnalisation.
d'un certain nombre d'éléments, de traces qui nous viennent du passé. Et donc, ce n'est pas tout ce qui nous vient du passé. Le patrimoine, c'est ce qu'on décide réellement de mettre de côté, de protéger et de transmettre, avec une rhétorique qui se constitue autour de ça. Le patrimoine fait partie du dispositif commémoratif global parce qu'il est les traces, en fait, de ce que l'on a voulu commémorer. Donc, ce sont des éléments de départ pour fin de discussion. Ces concepts ont une histoire et il est important de voir que les concepts de mémoire, d'histoire et ainsi de suite ne sont pas des concepts qui datent de toujours. Ce sont des concepts qui sont culturellement marqués, qui sont apparus à certaines époques, qui ont été définis par certaines personnes ou par certaines œuvres et qui subissent des transformations. Au point que Christophe Pomian, qui a fait une très intéressante étude sur le sujet, a montré comment l'histoire était issue de la mémoire, parce qu'en fait, ce qui avait été emmagasiné a été mis en marche et rationalisé par l'histoire, jusqu'au point où la mémoire est devenue elle-même l'objet de l'histoire. Ce que l'on peut voir notamment avec les travaux de Pierre Nora, enfin de toute l'école française là, qui traite des lieux de mémoire. Donc, il y a comme une espèce de retournement, si vous voulez, la mémoire sociale, la mémoire qui se trouve dans les documents, dans les objets et ainsi de suite, est concentrée par l'histoire et finit par devenir l'objet de cette histoire-là. L'histoire en est issue et l'histoire en devient le juge également. Ce n'est pas un cercle vicieux. Et il faut bien voir que tous les éléments, les acteurs, les objets, les débats, les institutions de recherche et d'enseignement, leurs matières premières, les sources, leur budget, parce que la question des budgets est une question importante dans la reproduction de l'histoire et de la commémoration, font partie de ce que j'appelle le champ de la mémoire sociale. Si on voulait s'amuser à faire une cartographie mentale là, de ce domaine-là, on s'amuserait beaucoup à voir justement comment ces éléments sont tous en rapport les uns avec les autres. Je parle de champ de la mémoire et au fond, je vais chercher un concept qui nous vient de Pierre Bourdieu sur la théorie des champs, en fait, et qui nous montre que, bon, il y a un champ de la mémoire, il y a peut-être une économie, mais pratiquement de la mémoire sociale également, qui se constitue. Il n'y aurait pas de gros projets commémoratifs comme ceux qu'on voit, j'en parlerai tantôt, s'il n'y avait pas des sommes d'argent faramineuses là, qui sont placées derrière. Il n'y en aurait pas non plus de ces grands projets-là s'il n'y avait pas des institutionnalisations quelque part. On en reparlera. Pour les fins de la discussion critique sur la commémoration comme enjeu de pouvoir, je vais vous proposer 4 postulats. Donc, ce sont des éléments que j'ai glanés, si on veut, au cours des 20 ou 30 dernières années. J'ai passé 10 ans à Parc Canada. C'est aussi une excellente école de l'étude de la commémoration et du discours social dans une institution. Alors, le premier postulat, c'est que toute commémoration collective non spontanée est une pratique symbolique narcissique des gens de pouvoir ayant pour but de rassembler la communauté politique autour d'une image valorisante d'elle-même. Donc, je vais reprendre les termes que je viens de dénoncer. Une pratique symbolique. Pratique symbolique parce que j'entends que la communauté se réincarne dans un personnage ou dans un événement. Il y a des exemples de ça dans notre culture qui remontent à très loin. Dans la chrétienté, le personnage symbolique par excellence, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui dont on réactive par la commémoration hebdomadaire de la messe la présence vivante. Vous connaissez tous les rites, vous les connaissez, vous en avez entendu parler, des rites qui sont rattachés à ça. C'est la matrice de l'esprit commémoratif dans notre culture. Sur le plan religieux, donc, c'est le Christ. Sur le plan politique, bien, ça peut être Champlain, par exemple. Champlain, dont le nom encore est réapparu dans un débat sur le pont Champlain. Et vous, donc, le Champlain, il y a une puissance symbolique extrêmement forte qui continue de percoler dans le discours social. Par les gens de pouvoir, parce que je vous ai dit, donc, c'est la pratique symbolique, une pratique symbolique des gens de pouvoir. Par des gens de pouvoir, ben, j'entends évidemment les leaders politiques, économiques, sociaux, religieux, qui sont investis d'un pouvoir d'organisation sociale et de coercition
physique ou symbolique. Il est important de voir que le pouvoir n'est pas simplement une délégation que l'on fait. On délègue aussi aux gens qui nous gouvernent la capacité d'exercer des pressions physiques et morales. Ça peut être envoyer la police ou ça peut être envoyer le goupillon pour nous dire que si vous avez péché, vous allez en enfer. Il y a des formes de pouvoir qui sont extrêmement présentes là. Et les gens de pouvoir, bien, c'est eux qui détiennent ou à qui on délègue ces capacités-là. Donc, ce sont des leaders. Par narcissique, donc c'est un pouvoir, c'est une capacité symbolique narcissique. Je veux dire que les personnages qui sont détenteurs de la capacité de commémorer s'identifient ou construisent une identité en se mirant et en s'admirant eux-mêmes dans le miroir commémoratif. On ne voit pas souvent cet aspect-là. Il est pourtant extrêmement présent. La coupure symbolique du ruban, la présence du nom de la personne sur la plaque historique ou de la plaque commémorative, ça a été dévoilé par telle personne en tel jour et ainsi de suite. C'est du narcissisme, ni plus ni moins. C'est-à-dire que chacun il met sa petite pierre dans cette construction commémorative et veut qu'on l'y retrouve. Donc, visiter, on le voit beaucoup dans nos monuments ici. Ben, regardez, je vais donner un exemple très simple. Prenez le monument Wolfe-Montcalm, qui se trouve dans le jardin du gouverneur. Monument pris à pic, comme disait un auteur en 1830. C'est un priable d'un jardin. Ce monument-là a été mis sur place par le gouverneur d'Alousie. Allez jeter un coup d'œil dessus. Vous allez trouver la fameuse petite formule Wolfe et Montcalm désunis dans la mort sont réunis désunis dans la vie sont réunis dans la mort, ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus la formule exacte, mais c'est pas tellement ça qui est important. Ça, c'est une petite plaque. La grosse plaque, c'est la plaque de Dalhousie lui-même, le gouverneur, qui dit ce monument a été placé par Dalhousie, et ainsi de suite. Tout ça est écrit en latin, parce que c'est la langue sacrée, mais on voit bien que c'est le personnage de Dalhousie qui s'auto-commémore lui-même. D'ailleurs, le jour de l'inauguration, on a mis le fait, il a pris le bateau pour retourner en Angleterre parce qu'il avait été rappelé à cause de la mauvaise façon dont il avait géré la colonie. Alors, donc, le monument commémoratif est un monument narcissique de ce point de vue-là. Et aller n'importe où, c'est vraiment une grammaire commémorative qui est très présente à Rome, par exemple. Tous les monuments antiques sont couverts par des plaques qui ont été mises là par les papes. Donc, en fait, les papes ont récupéré la monumentalité antique de cette façon-là. Donc, il y a un regard narcissique réellement qui se constitue dans la production commémorative. Le miroir commémoratif est là. On recherche en fait l'admiration des administrés de cette façon-là. Et c'est ce qu'ils font en partie symboliquement leur pouvoir. Deuxième postulat, la commémoration, justement, redonne du pouvoir. Elle recharge la batterie. Elle redonne de la lumière au chef, mais elle en donne aussi aux communautés. Il n'y a quand même pas uniquement un aspect narcissique là-dedans. C'est la communauté qui est censée aussi bénéficier symboliquement de ce souvenir commémoratif-là. Donc, sa capacité à faire adhérer les individus autour du monde, à constituer une partie de leur identité groupale, lui donne une pertinence. La commémoration n'est pas non pertinente. Elle a un sens. Elle n'est pas simplement l'imposition d'un regard du pouvoir, mais est également, elle est censée redonner du pouvoir aux communautés. Donc, je ne veux pas dire que les gens qui adhèrent aux commémorations sont des moutons qu'on amène à l'abattoir sans qu'ils s'en rendent compte. Ce que je veux plutôt dire, c'est qu'en réalité, il y a réellement, dans l'admiration que l'on a pour un personnage comme Champlain, par exemple, une espèce de fierté qui réjaillit sur nous-mêmes, que l'on va intégrer et que donc, une partie de la mémoire collective va être réinsérée dans notre mémoire individuelle. On va aller en chercher une émotion de satisfaction, de fierté, par exemple, et ça va contribuer à donner une pertinence au souvenir commémoratif. Rappelez-vous de 2008, c'est un des grands résultats, semble-t-il, des fêtes à Québec, ça a été de redonner une fierté à la ville. C'est assez étonnant
quand même de constater que, pour une fois, ce ne sont pas des millions de dollars d'investissement à gauche ou à droite qui ont redonné une fierté à Québec, mais simplement la réactivation d'un souvenir symbolique, celui de la fondation de la ville, évidemment très fortement appuyé par un ensemble d'activités, mais d'activités festives, mais qui ont contribué à soulever l'intérêt du public. Et donc, la commémoration redonne une capacité d'agir. C'est parce qu'elle redonne cette confiance-là, elle redonne cette fierté-là, et dans ce sens-là, elle redonne du pouvoir aussi. Alors, il y a une symbiose là, qui s'effectue dans ce sens, et elle donne de la valeur, bien sûr, à ceux qui sont les bénéficiaires de cette commémoration-là. Elle est gratifiante. Elle agit sur nos neurotransmetteurs. Elle nous dope culturellement. Donc, elles ont vraiment, les commémorations, une fonction sociale intéressante. Troisième postulat, la commémoration agit dans un contexte de rivalité. C'est bien important. C'est forcé parce qu'on est dans un outil de pouvoir, là. Et un outil de pouvoir va nécessairement impliquer donc des conflits. Et par conséquent, toute commémoration sera toujours contestée. Il ne faut jamais s'imaginer, malgré le discours de la commémoration, c'est de dire tout le monde se réunit autour de quelque chose, mais en réalité, c'est le contraire qui se produit. Où en réalité, les deux éléments se produisent en même temps. Il y a, oui, une réunion autour de quelque chose, ou autour d'un événement, d'un personnage, mais en même temps, il y a contestation de cette réunion-là. Souvent, une contestation, en fait, des termes dans lesquels on fait ce rassemblement-là. Les formes les plus connues, les plus radicales de contestation, ben, c'est la mutilation de monuments. Vous savez, à Québec, on en a eu quelques-uns. Par exemple, la reine Victoria du parc Victoria s'est fait étêter par une bombe dans les années 60. Dollard des Ormeaux a subi un peu ce petit bombardement-là aussi dans son temps. Et puis, il y a d'autres monuments. Le monument Wolfe-Montcalm, le monument à Wolfe, pardon, celui des Plaines d'Abraham, lui aussi a été bombé. Ou bombardé. Le monument de John A. Macdonald à Montréal s'est fait couper la tête il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, on l'a replacé là il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, on vient d'en détruire un autre, le monument offert par la Ville de Paris, qui a été bombardé à coups de marteau-piqueur. Et c'est une forme de vandalisme contre les monuments. Donc, c'est très clair qu'il y a là-dedans. Alors, ça serait intéressant de discuter si on a le temps de cet événement-là, mais il y a des formes de contestation et de rivalité politique qui sont en jeu. Et ce sont toujours des enjeux de pouvoir qu'on retrouve derrière ça. Il faut tout de même qu'il y ait une autorisation de détruire là, pour que le monument, par exemple, de la Ville de Paris soit démoli. La commémoration doit donc d'autant moins échapper à la critique scientifique qu'elle est un outil de pouvoir performant et subtil. Et du point de vue de la discipline historique, où je me place, ce qui doit s'imposer dans cette critique, il y a plusieurs éléments. C'est en premier lieu d'établir l'histoire de la commémoration. C'est le travail des historiens. Hein? Alors, donc, le travail des historiens, pour commencer, devrait regarder comment se constitue la commémoration. Et on peut faire remonter celle-ci, en fait, aux sources même de l'histoire conçue comme science. Vous avez lu l'article sur la bataille de Sainte-Foy. Vous avez vu le rôle que François-Xavier Garneau y a joué. François-Xavier Garneau a joué le rôle d'inspirateur, il a joué le rôle d'archéologue, il a joué le rôle d'organisateur, de fournisseur de documents pour certifier au clergé qu'il s'agissait bien des ossements français, entre guillemets, qui étaient là pour s'assurer qu'ils étaient bien catholiques, pour pouvoir leur faire une cérémonie qui corresponde aux besoins de l'Église catholique. Donc, François-Xavier Garneau a été présent dans les tout débuts de la commémoration chez nous. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier. Je vous ai parlé de Dalhousie tantôt, qui a joué un rôle aussi. Mais il y a quand même il y a une histoire à faire de ce point de vue-là. Donc, il a rappelé que, et surtout, il a injecté une signification à l'événement dont il est question. Il a rappelé que cette bataille de 1760, la bataille de Sainte-Foy, contrebalançait symboliquement la défaite de 1759 dans le cadre d'une histoire nationale
Et les commémorateurs, dont lui, mais d'autres personnages aussi, la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec et d'autres, se sont mis de la partie. Ils y ont plaqué le mythe de la fusion des races, qui est en fait celui de la domination glorifiée des Britanniques sur les Canadiens, mais ça, on pourrait en discuter. Et je ne l'ai pas dit dans l'article, mais ce mythe découle lui-même d'une relecture de l'idée de fusion des races avancée par Augustin Thierry quand il a parlé de la conquête normande de l'Angleterre. En d'autres mots, Thierry disait les libertés anglaises sont en fait des libertés françaises, parce que ce sont les Normands qui l'ont apporté à l'Angleterre. Il y a tout un jeu là-dedans de signification symbolique, de préséance. Qui a dit quoi le premier? Qui a fait quoi le premier? Ainsi de suite, qui servent aussi à la revalorisation. Dans ce cas-ci, c'était la revalorisation des Canadiens dans le contexte de l'acte d'union, dans le contexte de la tentative du pouvoir britannique de détruire, en fait, ou d'enrayer la croissance des Canadiens français. Et c'est donc dans un contexte de rivalité s'est constituée cette commémoration-là. La commémoration, par la suite, s'est démultipliée. Ça, je l'ai montré ailleurs, notamment avec la statuomanie dans les années 1880. Mais il faut bien voir qu'il y a une interprétation de l'histoire et de l'art, parce que la reconstitution historique, d'abord littéraire, a fourni un thème, et ce thème-là a été repris par la production artistique. Donc, on a fait des statues, des tableaux. Le tableau d'histoire est devenu un genre important à cette époque-là. Et ce qu'il faut dire, et là, on entre dans le cadre d'une économie de la commémoration, cette commémoration-là a permis de financer les travaux et de donner de l'argent à des artistes. Le fameux 1 dont on parle aujourd'hui est en fait découle du mécénat de l'État qui a toujours, à partir des années 1870-1880, encouragé les arts par des commandes d'art public. Et la commémoration a été un des grands moteurs de cette pratique-là. Donc, au fond, la commémoration est à l'intersection de deux pratiques culturelles, c'est-à-dire l'histoire et l'art, d'autre part. Et c'est vrai encore aujourd'hui. La forme des monuments change, mais pas la fonction commémorative ni l'injection de significations diverses. Et là où on a un intéressant débat, c'est sur l'adaptation de la forme au fond. Le sort de l'œuvre dialogue avec l'histoire, celle qu'on a passé au marteau-piqueur à Québec, montre que la liberté des artistes est en fait limitée par l'image que le public, conditionné par des formes reconnaissables et valorisantes, est prêt à reconnaître à une œuvre. Et c'est pour ça qu'une œuvre qui normalement aurait dû être conservée ou en tout cas améliorée et réparée est facile à détruire parce que beaucoup de gens disaient ben, « c'est pas beau ». Ça ressemble à une bouteille de lait, hein, c'est une pinte de lait. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a surnommé cette œuvre-là. Et finalement, donc, la forme n'allait pas avec le fond. Et par conséquent, on l'a détruite. C'est ne pas tenir compte, en fait, des mouvements qu'il y a en histoire de l'art, et notamment l'importance du concept aujourd'hui en production artistique. Mais ça, évidemment, il n'y a pas d'éducation. L'éducation n'a pas été faite de ce point de vue-là. Et il est d'autant plus facile, donc, de détruire un monument commémoratif dans ce cas-là. Il y a aussi le cas du premier monument à Louis Riel. Je ne sais pas si vous faites une recherche dans l'Internet et vous allez voir que le premier monument à Louis Riel, qui était placé au Manitoba, à Winnipeg, je crois, devant l'Assemblée législative, qui montrait un Louis Riel torturé. C'était vraiment... on avait l'impression d'une espèce de larve là, qui sortait de... Parce qu'on voulait montrer, en fait, la torture que Louis Riel avait intérieurement aussi, cette situation de métis, cette situation, ses propres problèmes psychologiques aussi qui étaient importants. Eh bien, on a donné une forme disgracieuse. La forme disgracieuse a été dénoncée. On a refait le monument. Prenez le monument René Lévesque. Le monument qu'on a là actuellement, ce n'est pas le monument original qui a été mis après sa mort. Après sa mort, on a mis un monument qui était à la taille 1-1, c'est-à-dire qu'en général, dans le monument commémoratif, quand on fait une statue, on démultiplie
une fois et demie, deux fois la tête d'un personnage. Dans le cas de René Lévesque, pour montrer qu'il était au niveau du peuple, on avait fait un René Lévesque de la taille qu'il avait. En plus de ça, il était tout petit. Alors, donc, René Lévesque, tout petit, sur son socle, ne faisait pas le grand homme qu'on espérait avoir. On a refait le René Lévesque. Donc, celui que vous voyez aujourd'hui n'est pas celui qui était là à l'origine. C'est important de voir que la statuomanie, donc, elle a aussi elle a son histoire de l'art, si on veut, dans ce sens-là. Au-delà de ça, l'étude de la commémoration, c'est de découvrir une étude critique, c'est de découvrir les ressorts du processus commémoratif. J'en ai montré quelques-uns dans mes travaux, ceux que vous avez lus, puis d'autres que j'ai écrits aussi. Le premier, c'est l'omniprésence du politique, de ses conflits et de ses contradictions. Je viens d'en parler. C'est là à tout coup. Il n'y a pas d'action ou d'inaction, parce que l'inaction commémorative, c'est aussi une réalité qui ne fasse pas l'objet d'une décision du politique. On l'a vu dans le mythe des Braves, par exemple, et de la fusion des races. L'idée que l'on veut faire passer en douce, c'est que l'unité du corps politique repose sur la disparition des particularités nationales minoritaires. C'est fondamental dans le mythe de la fusion des races. Ce qui est en jeu en politique canadienne par l'Union des Canada, qui vise à faire disparaître la composante francophone et à liquider la composante autochtone, c'est important que la fusion des races s'imprègne dans l'esprit. Il ne faut pas se leurrer, d'ailleurs, historiquement, avec le rétablissement du français en 1848 comme langue parlementaire. Il ne s'agissait que d'une mesure d'apaisement transitoire visant à faire durer l'union en attendant que le temps fasse son œuvre, c'est-à-dire que le temps fasse disparaître les francophones. Ça ne va pas marcher. Mais la commémoration des Braves est aussi une mesure d'apaisement dans ce sens-là, mais c'est une mesure d'apaisement qui est destinée uniquement aux francophones. Donc, il y a les publics de la commémoration dont il faut également tenir compte. À qui s'adresse tel ou tel monument? À qui veut-on satisfaire sur le plan identitaire, par exemple, ou à qui veut-on donner une fierté ou une satisfaction? Dans le cas du Monument des Braves, ça s'adressait aux francophones. Les anglophones, d'ailleurs, de Québec en sont restés singulièrement absents. C'est vrai que leurs leaders étaient tous présents, mais les leaders étaient présents pour des raisons tout à fait intéressées et leur narcissisme a joué là-dedans. La population anglaise, elle, ne s'intéressait pas à cette commémoration-là. Dans la commémoration de Dollard des Ormeaux, la composante politique aussi est omniprésente. Il est d'ailleurs remarquable que Benjamin Sulte, dont on a parlé tantôt, là, lorsqu'il détermine, parce que c'est un des fondateurs de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada en 1918, il établit une liste des événements remarquables au Québec, parce que lui est le représentant du Québec, même s'il n'y habite pas. On a proposé Dollard des Ormeaux dans cette première liste-là. Et Benjamin Sulte, très conscient, en fait, qu'il y avait un grand débat en ce qui concerne la signification qu'on donnait au personnage, a dit il est déjà commémoré, ce n'est pas nécessaire que la commission le commémore une autre fois. La commission l'a commémoré en 1954. C'est venu beaucoup plus tard, mais dès le départ, on a évité de mettre Dollard des Ormeaux en avant. Pour les troisième et les quatrièmes centenaires de Champlain, l'intervention politique, elle saute aux yeux. On n'a pas besoin d'y revenir. Deuxième point critique intéressant, c'est le cas du gouvernement fédéral ces dernières années. À Parc Canada, je vous ai dit, je connais un peu la boutique là, pour y avoir travaillé 10 ans. Parc Canada est devenu, et ça, je veux dire que j'ai quitté Parc Canada en 1993, donc on n'était pas rendu à la situation actuelle. Alain va en parler tantôt, là, j'imagine. Mais Parc Canada est devenu, à mon sens, en tout cas de l'extérieur, le dépositaire du délire sécuritaire et du bellicisme de la droite. C'est ça qu'on voit apparaître. La guerre de 1812 a été ressortie des boulamites, parce que c'était réellement là qu'elle était rendue, la guerre de 1812. Ça a été un gros événement à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est vrai. Et Benjamin Sulte a joué un rôle important dans la commémoration de cette guerre-là. Mais en 2012, ça n'a plus beaucoup de signification. Et la ressortir n'était pas évidemment sans arrière-pensée. Autre élément important, Parc Canada est associé à ça également, c'est le monument pour les victimes du communisme.
dont vous avez peut-être entendu parler à Ottawa, une espèce de super gros monument qui copie un peu, je pense, l'esprit des mémoriaux de la guerre du Vietnam à Washington, mais un super gros monument qu'on va installer devant, dans le terrain qui est face à la Cour suprême. Donc, toute la problématique qui est soulevée par ce monument des victimes du communisme n'est pas uniquement celle de soulever ou de signaler la méchanceté, disons, du communisme, pardon, mais c'est également de positionner, en fait, la droite sur le terrain commémoratif et dans l'axe, parce que la localisation de ce monument-là, c'est tout à fait dans l'axe de la colline parlementaire, c'est l'axe qui traverse, qui passe devant le Parlement, mais qui part du monument à la guerre et qui se rend à l'autre extrémité. Cette présence-là, ce positionnement-là est symboliquement extrêmement important. Parc Canada est associé à ça et on est sur un terrain de la Commission de la capitale nationale à Ottawa. Il y a le monument de Mère Canada. Vous avez entendu parler de ce monument-là? Mère Canada. Alors ça, c'est une grande statue, une espèce de statue de la Vierge, là, plus ou moins maquillée, en Mère Canada, dont le projet, ça vous pouvez trouver ça sur Internet très rapidement, dont le projet va se situer dans un parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Comme si la façade atlantique n'était pas suffisamment longue, on a choisi un parc national qui est prétendument protégé pour son intérêt écologique, là, pour protéger sa faune, sa flore, et ainsi de suite, pour protéger le rivage. Et on va flanquer un monument tout à fait hors de proportion aussi à cet endroit-là. Le monument de Mère Canada, dans ce cas-ci, c'est pour commémorer tous les marins qui sont morts dans les conflits mondiaux. Il y a encore là, rien de répréhensible en soi, mais la manœuvre politique, elle est évidente. La manœuvre politique vise évidemment à, encore une fois, réactiver le souvenir de la guerre pour pouvoir ensuite réactiver ou encourager, si on veut, les investissements dans ce sens-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que le commémoratif prétend faire l'unité, mais elle le fait toujours dans la division. Donc, il y a une espèce d'unanimité factice qui camoufle, en fait, des enjeux de domination ou de suprématie. Tout ce qui concerne les découvreurs, par exemple, tout ce qui concerne les Champlain et les autres, là. Quel est le rapport aux Autochtones qu'on construit dans cette idée-là de la découverte, de l'évangélisation et tout ça? Il y a évidemment un rapport de domination. On ne peut pas le nier, là. Je vais revenir là-dessus. On peut en tout cas, il est certainement clair que la neutralité de l'État est prise en défaut par la commémoration et on peut du coup imaginer que la position des chercheurs à l'intérieur de l'institution n'est jamais tout à fait confortable. Je vous dirais que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Parc Canada. À un moment donné, ça a fini par faire. Je pense qu'on peut y rester, on peut faire une très intéressante carrière. C'était vraiment un endroit formidable pour travailler. Je dois dire, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais à un moment donné, des fois, on finit par trouver insupportable. J'ai rencontré plusieurs anciens de Parc Canada qui ont eu le même réflexe de ce point de vue-là. Donc, c'est une réalité avec laquelle il faut marcher. Avec le monument sur le communisme dont j'ai parlé tantôt, il y a un enjeu interne aussi. On fait la chasse aux idées progressistes ou à ceux qui combattent les inégalités sociales. Parce que ça, c'est aussi présent. Attaquer le communisme, on peut très bien attaquer le régime communiste ou les incarnations du communisme. Est-ce qu'on peut attaquer l'idée qui est sous-jacente, qui a été dévoyée, c'est entendu, de Karl Marx, qui souhaite la société sans classe, qui souhaite la lutte contre les inégalités? C'est peut-être ça qui est en fait l'enjeu réel qui se trouve derrière le monument sur le communisme, beaucoup plus que d'attaquer le communisme, qui de toute façon s'est effondré il y a 20 ans. Alors, on ne peut pas réellement dire que cette réactivation-là a un rôle militant contre le communisme en question, mais il a peut-être un rôle contre les idées progressistes. Ce n'est pas étonnant que la droite en fasse des choux gras. Donc, on choisit de s'en prendre à ce qu'on appelle l'excès, ce qui est une cible d'autant plus facile que l'excès en question, et le communisme n'a jamais été très fort au Canada. Il
Il y a ça aussi. Il ne faut pas oublier que sur le plan interne, le communisme a été constamment pourchassé. Le Parti communiste a été interdit jusque dans les années 1950 et ensuite constamment pourchassé par la suite. Alors, ce n'est pas exactement non plus un enjeu interne très important. Parce qu'en fait, ce qu'on s'attaque à l'extrême gauche pour combattre toute la gauche. Avec Mer Canada, c'est le même procédé implicite. Il faut honorer les dizaines de milliers de marins durant les conflits mondiaux. Et c'est un peu étonnant quand même, 70 ans après la fin du dernier conflit mondial. Et honte à vous si vous ne participez pas à cet effort avec enthousiasme. Donc, voyez-vous, on crée aussi des catégories de citoyens qui sont pour ou contre dans ce genre de manifestation-là. Et, enfin, il y aurait de quoi discuter là, sur le consensus social à ce sujet-là. Le rôle de la société civile est fondamental. Et je l'ai montré en particulier avec Benjamin Sult. Parce qui s'est trouvé à l'origine avec la Société royale et avec d'autres sociétés savantes de plusieurs projets commémoratifs associés de près ou de loin au gouvernement fédéral. Il était un fonctionnaire du fédéral. Et également du programme de la Commission des lieux et monuments historiques. En fait, les sociétés savantes et les sociétés nationales, comme la Société Saint-Jean-Baptiste, jouent un rôle structurant depuis le début dans le champ de la mémoire. Donc, il y a aussi une alliance ici entre les savants, entre eux, et entre le pouvoir politique et religieux qui a été rendu possible dès la commémoration des Braves et qui s'est poursuivi par la suite jusqu'à aujourd'hui. Et de ce point de vue, il y a réellement une solidarité entre la mémoire et l'histoire. J'ai déjà dit ailleurs que la commémoration, c'était un peu le péché originel de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est pris avec ça depuis le début. Les historiens ne peuvent pas s'en défaire, malgré tous leurs efforts, du réflexe commémoratif, ni trop s'éloigner non plus des commémorateurs qui leur donnent peut-être une raison d'être par le rayonnement social. Les historiens, on travaille souvent dans un contexte commémoratif. Ma foi, il faut bien gagner sa vie. Hein? Alors, donc, il y a ici une liaison qui se fait aussi sur le plan économique. Mais on voit maintenant que les historiens sont cantonnés dans des rôles de validation, de plus en plus. Alors, toutes les productions cinématographiques, tout ce qui montre l'histoire, en fait, l'historien vient là pour compter le nombre de boutons, est-ce que l'uniforme est exact ou il ne l'est pas, et ainsi de suite. Les reconstituteurs sont excellents dans ce genre de choses-là. Et gare à vous si vous ne mettez pas la bonne teinte de couleur sur votre uniforme. Gare à vous si vous mettez des lacets au lieu de bandes de tissu pour votre bonnet. Gare à vous si vous n'êtes pas... Bref, les historiens sont là pour vérifier ce genre de choses-là. Les historiens et les ethnologues aussi, en fait, on fait beaucoup appel à eux pour ça. Et c'est la preuve que... si on veut, notre société est réellement passée à l'histoire comme mode d'appropriation de son passé. Il n'y a pas de doute, il y a un mouvement historique qui s'est fait dans ce sens-là et on en est rendu à là aujourd'hui. On pourrait dire que c'est le grand succès des historiens, en fait, qui ont tout à fait réussi leur travail de ce point de vue-là. Par contre, on ne se rapproche pas suffisamment, on ne se rapproche pas davantage de l'horizon de vérité de l'histoire, une notion d'ailleurs sur laquelle on devrait réfléchir un peu plus. Avec de l'art des ormeaux, j'ai constaté l'existence, pour certains personnages ou événements vedettes, je l'ai mentionné tantôt, d'un dispositif commémoratif global où on voit justement entrer en jeu non seulement les historiens patentés, mais aussi une foule d'intervenants dans la culture, des artistes, des littéraires, des folkloristes, des muséographes et des historiens amateurs. Une des grandes lamentations de Pierre Nora au sujet de l'ère de la commémoration, je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu dommage de l'avoir dit de cette façon-là, c'est qu'avec l'ère de la commémoration, toutes sortes d'historiens mineurs. Là. Alors là évidemment, c'est le Parisien de la grande institution là, qui parle et maintenant, il est à l'Académie française. Alors, toute cette foule, toute cette piétaille d'historiens amateurs là, font leur chou gras avec la commémoration, comme c'est bien dommage que l'histoire soit récupérée. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, Pierre Nora et les autres, là? Il faut vivre avec cette réalité-là que la commémoration, elle est constitutive de l'histoire et vice-versa. Alors, on est pris avec cette tare de naissance, mais ma foi, il faut travailler avec.
La commémoration, et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un autre côté là-dedans. C'est que la commémoration et le patrimoine sont un terrain d'action pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les disciplines, elles, se sont construites dans leur propre tour d'ivoire, si on veut, mais la commémoration et le patrimoine permettent de faire des jonctions entre les disciplines. Et là, on réenrichit, on réinjecte du savoir d'une autre façon dans la société. Les historiens sont obligés de sortir de leur zone de confort et de confronter une pluralité de lectures du passé quand ils rentrent dans le domaine commémoratif. Donc, il y a quelque chose de positif et peut-être aller chercher de ce côté-là. Avec de l'art des ormeaux, j'en suis arrivé aussi à la notion de lieu de mémoire, sur laquelle j'ai cru devoir revenir dans la communication sur les lieux de mémoire et le pouvoir, sur les lieux de mémoire et le pouvoir qu'ils peuvent donner aux communautés francophones. C'est l'article que vous avez vu là, dans la petite brique là, de Joseph Yvon. Donc, il y a là-dedans, je pense, une réflexion à tenir aussi. Le premier avertissement, c'est qu'on a détourné, en fait, de son sens original le concept de lieu de mémoire pour l'élargir à toute forme de production d'un sens du passé, alors qu'à l'origine, le concept qui a été créé par Pierre Nora et qui est, à mon avis, un concept extrêmement puissant en histoire. C'est un très bon concept. Mais il a été dévoyé. C'est ça que Pierre Nora déplorait, entre autres. Il a attaqué un peu trop largement ceux qui l'avaient dévoyé, là, mais ce concept a été dévoyé. En fait, il s'agit au départ d'un concept analytique qui permet de mettre à plat les composantes d'une mémoire sociale et de les analyser. Voilà l'intérêt du lieu de mémoire. C'est un concept d'histoire, mais qui invite les autres disciplines à collaborer avec l'histoire pour étudier les ramifications de la mémoire sociale. Sauf que la formule, elle a fait mouche. Le problème, c'est que des fois, quand on se laisse emporter par la rhétorique des mots, là, par la rhétorique en général, la formule a fait mouche. Elle est devenue un label. Elle est devenue un label dans la loi sur le patrimoine culturel en France, parce que le lieu de mémoire a été inscrit dans la réglementation là-bas. Et comme vous savez, en France, le patrimoine, c'est une institution très forte et très puissante, contrairement à ce qu'on a ailleurs dans le monde, je dirais, parce que la France est vraiment unique de ce point de vue-là. Mais en mettant le lieu de mémoire comme label dans la loi, on a évidemment, à ce moment-là, complètement dénaturé le concept original et on lui a fait perdre de sa puissance. Il faut croire qu'il y a une demande sociale de ce point de vue, mais la notion a échappé, en fait, des mains des historiens et n'a pas eu le temps, en fait, d'être appropriée par la profession. Alors, c'est un peu désespérant, je dois dire. C'est le sort désespérant des bonnes idées lorsqu'elles sont laissées en pâture aux faiseurs de tout acabit. Et là, je vous parle de la loi sur le patrimoine en France. Bien, derrière ça, il y a évidemment les leaders politiques. Je vous dis, la politique n'est jamais loin. Là, il a repéré une bonne affaire. L'expression avait du poids, faisait mouche. On est allé la chercher. Le lieu de mémoire est donc devenu une espèce de concept écran, en fait, qui masque la complexité inhérente à la mémoire d'un phénomène social au lieu de servir à l'analyse de ce phénomène. Et c'est ça le problème aujourd'hui qu'on a avec ce terme-là. On ne sait plus trop comment le manier. Dans cet article, j'ai voulu aussi montrer que les communautés francophones ont des lieux de mémoire qui leur sont propres. J'ai d'ailleurs construit un cours à distance à partir de ce concept. Malheureusement, on ne peut pas se brancher dessus, mais dans le cours que j'ai fait sur les lieux de mémoire de la francophonie nord-américaine, pour chacun des secteurs de la francophonie, l'Acadie, le Québec, l'Ontario, les Prairies, l'Ouest, la Louisiane et les États-Unis, j'ai pu repérer un certain nombre de lieux de mémoire qui, bon, c'est un choix personnel, mais qui faisaient tout à fait l'affaire, en fait, des étudiants justement sur la capacité d'exposer à travers des études pluridisciplinaires, donc de la littérature, de l'art et ainsi de suite, la façon dont les communautés francophones se sont constituées mémoriellement parlant. Lieu de mémoire, Acadie, Évangéline est un lieu de mémoire. Même si ça n'est pas un événement réel, elle parle d'un événement réel, elle est symboliquement extrêmement puissante. En Acadie, vous avez la Boiteau. La Boiteau, identitairement, est extrêmement important aussi. C'est un lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire qui fait encore frémir en Acadie. Grand-Pré, évidemment, est un lieu de mémoire. Grand-Pré, pas juste de lieu, mais l'événement, évidemment, qui entoure Grand-Pré. En Ontario, le règlement 17, bien sûr, a un rôle fondateur. Champlain, de temps à autre, est réactivé en Ontario également. Il y a d'autres lieux de mémoire dans ce sens-là. Dans l'Ouest, vous avez la Rivière-Rouge.
La colonie de la Rivière-Rouge est un lieu de mémoire fondateur. Vous avez Louis Riel, bien sûr, il y a des personnages. Vous avez aussi le Michif. Est-ce que vous pensiez qu'une langue peut être un lieu de mémoire? Mais oui, une langue parlée par une toute petite communauté qui conserve des éléments de français et de langue amérindienne. Et il y a plusieurs Michif en réalité. Il y a le Michif Cri, il y a le Michif d'autres populations autochtones. Eh bien, le Michif aussi est un lieu de mémoire et nous permet de comprendre en fait les racines de la société métisse dans l'Ouest. Je pourrais continuer là-dessus. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que les communautés se soudent, se cristallisent et se font connaître et revendiquent une personnalité propre autour de certains lieux de mémoire. Donc, le lieu de mémoire est un concept intéressant. On a eu cette expérience-là, évidemment, ici aussi. Et toutes les communautés francophones qui sont passées par un processus d'autonomisation et de reconnaissance les unes par rapport aux autres, ont renforcé leur lieu de mémoire spécifique. À un moment donné, le Canada français a éclaté comme concept. On le sait à partir des États généraux en 1967. Le Canada français s'est éclaté, le Québec s'est détaché et les autres communautés se sont ressoudées autour même d'appellations autonomes, francescois, franco-ontarien, c'est ça, des termes qu'on ne connaissait pas auparavant. Ils les ont recréés, ils ont créé des lieux de mémoire qui sont propres à leur communauté aussi. Il est d'ailleurs tout à fait remarquable que Champlain, et ça c'est intéressant à voir aussi, qui aurait pu réassembler les francophones du Canada et du Québec, ne l'a pas fait. On s'en est au contraire servi pour asseoir les distinctions. La commémoration de Champlain en 2004 en Acadie n'était pas sans arrière-pensée par rapport à ce qui allait venir en 2008 à Québec, d'autant plus que c'était des péquistes qui étaient au pouvoir. Alors là, ça faisait mal. Donc, on a réellement cherché, je pense, probablement à particulariser un Champlain pour chacune des régions, de façon à pouvoir marquer l'autonomie aussi de ces éléments-là. Je ne sais pas si on va en parler tantôt, là, mais en tout cas, c'est un élément de discussion intéressant. Un dernier point, je vais terminer là-dessus. Avec Dollard des Ormeaux, à l'origine, je voulais m'interroger sur le rapport des francophones aux Autochtones. Et je parle évidemment de mon livre de 1998. Je n'ai jamais abordé cette question-là par la suite, mais la question reste centrale. Et je la retrouve en étudiant la biographie de François-Xavier Garneau et en examinant la matrice, en fait, de notre histoire nationale, c'est-à-dire le rapport triangulaire entre Français, Amérindiens et Anglais. Il y a une équation là-dedans, une équation où Garneau cherche à placer les trois groupes les uns par rapport aux autres, et il faut relire derrière cette équation-là toute la problématique coloniale. L'histoire du Québec, en fait, et c'est sur quoi on devrait revenir à un moment donné, c'est l'histoire d'une double colonisation. Ce n'est pas l'histoire de la colonisation des Québécois par les Anglais, c'est aussi l'histoire de la colonisation du continent par les Français. Et ce qu'en fait les Anglais ont fait, c'est qu'ils ont simplement repris le mouvement colonial que les Français avaient instauré en premier. Mais ce premier mouvement colonial qui fait notre fierté, hein, par les découvertes, par Champlain et ainsi de suite, est-ce qu'on le critique? Dans quelle mesure on revient là-dessus? Dans quelle mesure nous rendons-nous compte à quel point nous nous piégeons nous-mêmes sur le plan historique et mémoriel en continuant d'appuyer sur la colonisation sans voir les conséquences que cette colonisation a eues, sans vouloir les admettre, sans vouloir prendre des mesures législatives pour la défaire? C'est dur de tricoter ce qui a été tricoté comme ça. Alors, dans le cas de Garneau, par exemple, il va chercher à montrer que, oui, c'est vrai, les Français dominent les Autochtones. Mais comprenez bien ceci. Nous, on n'a pas fait comme les Espagnols qui ont massacré les Autochtones. Nous, c'était une colonisation douce, c'était évangélisateur. En fait, ce qui s'est produit pour les pauvres Autochtones, c'est qu'ils avaient la civilisation européenne et occidentale venait de trop haut. Et par conséquent, ils ont subi cette puissance-là. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ils n'ont pas pu rivaliser avec les colonisations françaises et ensuite anglaises. Donc, pour Garneau,
Lui, il a une visée dans son histoire. Il s'agit d'établir l'égalité en droit des francophones et des anglophones. Lui, il parle de la deuxième colonisation, celle des Anglais sur les Français. Il veut montrer que les Français sont eux aussi un peuple de colonisateurs. D'accord? Donc, qu'ils ont aussi autant de droits sur le pays et que les Anglais, d'ailleurs, ont hérité de ces droits acquis par les Français. Donc, c'est ça qui est important pour lui de démontrer. Et qu'en dominant les Français dans un rapport colonial, avec l'acte d'union en particulier, les Anglais vont à l'encontre de la justice. Mais l'histoire du Canada est construite pour effectuer cette démonstration-là. Mais elle était en germe aussi dans la poésie de Garneau, où les Amérindiens sont décrits comme une antique civilisation appelée à être oubliée et dès lors cessant d'exister. C'est ce qui se produirait dans le cas des francophones s'ils ne se dotaient pas eux aussi d'une histoire qui réarme leur mémoire collective et qui devienne un objet de commémoration. Donc voilà la façon dont Garneau conçoit les choses et la façon dont elle a été reçue. Et de ce point de vue, la boucle mémoire, histoire, commémoration est bouclée. Parce que vous voyez dans quel piège on se place nous-mêmes. On récuse l'héritage amérindien qu'on a usurpé ou que nos ancêtres ont usurpé et le territoire en premier lieu. Et d'autre part, si on ne liquide pas l'héritage de notre propre domination coloniale et si on n'attire pas contre elle les Amérindiens, qui sont aussi les victimes, et même probablement plus les victimes que nous l'avons été comme francophones dans le passé, forcément, il y a quelque chose qui manque. Donc, du point de vue des alliances amérindiennes, dont on fait un grand plat, quand on parle de l'histoire de la Nouvelle-France, il y a une alliance qui n'a jamais été, en fait, qui devrait se refaire, se reformuler contre le colonialisme. Je parle du colonialisme, ma foi, le Canada est un pays colonial. Il s'est toujours vanté de ne pas l'être. Mais regardez en Syrie aujourd'hui, regardez en Irak. On bombarde des populations innocentes, on se plaint de se faire... on craint les djihadistes qui arriveraient ici. Là, encore une fois, le délire sécuritaire fait son travail. Mais on ne se rend pas compte que nous avons exactement les réflexes d'une société coloniale, que nous faisons exactement comme les autres sociétés coloniales et que nous agissons sur la base d'une histoire et d'une compréhension de nous-mêmes historique qui est fondée sur la colonisation. Alors moi, je vous laisse là-dessus. Il faudrait peut-être arrêter de célébrer la découverte, l'évangélisation, le pillage du territoire, d'un territoire qu'on a usurpé et d'un droit qu'on a créé aussi pour ça. Oui, il faut arrêter. D'un droit qu'on a créé de toutes pièces, qui est la loi sur les Indiens. Alors, je termine là-dessus, puis on continue la discussion.